Patrouille financière dans les entreprises publiques. Le président de la République n'a donné aucune instruction contraire à l'inspection générale des finances. Julia Lingueté annonce que la surveillance se poursuivra dans toutes les entités publiques avant et après les élections de 2023. Évariste Ndayishimiye, le président burundais, séjourne à Kinshasa depuis ce dimanche. Une communication commune avec son homologue Félix Tshisekedi est prévue ce lundi avant son départ. Les services de sécurité ont mis la main sur 13 individus chinois qui exploitaient illicitement le lithium en République démocratique du Congo. Les faits se sont déroulés à Malemba-Nkulu, dans la province du Olomami. Mesdames et messieurs, bonjour. Le président burundais Évariste Ndayishimiye boucle ce lundi sa visite d'État à Kinshasa. Il a été reçu hier à l'aéroport de Njili par le Premier ministre et le ministre de l'Industrie. Au menu de la visite, la signature de nouveaux accords de coopération dans le domaine militaire, mais également dans les infrastructures. Avec ces 1000 hommes déjà sur le terrain, engagés dans le cadre de la force militaire de l'EAC, officiellement pour combattre le M23, le Burundi pourrait intervenir cette fois directement dans l'est de la RDC, suivant un nouvel accord avec Kinshasa. Une telle opération existe déjà avec l'Ouganda, dont l'armée UPDF intervient dans l'EAC, mais aussi dans le cadre de l'opération militaire conjointe entre les deux pays. Les deux forces sont engagées dans le cadre de la traque contre les ADF, mais l'Ouganda n'a toujours pas joué franc jeu avec la RDC, souvent accusée de prendre le parti des mouvements rebelles soutenus par le Rwanda, notamment par des organisations de la société civile. Une coopération avec le Burundi dans la région pourrait accroître les capacités de renseignement de la RDC et lui créer un contrepoids face au tandem Ouganda et Rwanda. Mais le Burundi a aussi un groupe de rebelles actifs dans l'est de la RDC avec qui il veut en finir, le Raid Tabara, en activité depuis 2011. En 2021, d'ailleurs, des ONG avaient dénoncé une présence clandestine des militaires burundais sur le sol congolais, envoyés pour traquer le groupe rebelle, chose que le Burundi avait démenti. Les deux pays ont donc une préoccupation sécuritaire commune, mais ont également des intérêts économiques à faire valoir. Kinshasa et Burundi ont déjà signé 2 mémorandums d'entente avec en perspective la construction d'une ligne ferroviaire reliant Bujumbura à Kindu via Bukavu et Kamituga. La construction des infrastructures figure donc aussi à l'ordre du jour de cette visite. Depuis son accession au pouvoir, Évariste Ndayishimiye est l'un des partenaires de choix de la RDC dans la résolution de la crise sécuritaire et son pays a accueilli plusieurs sommets sur la paix dans la région de l'Est de la RDC. Puisque nous parlons diplomatie, nous allons revenir sur quelques questions sur la croisade diplomatique organisée par Emmanuel Macron ce matin et nous répondrons à ces questions-là avec Jean-Marie Kassamba qui sera avec nous sur ce plateau. Mais pour revenir au pays, entre-temps, 13 individus chinois ont été arrêtés ce dimanche pour exploitation illicite de lithium dans notre pays. Les faits se déroulent dans le territoire de Malemba-Nkulu, province de Olomami, un scandale de plus autour des richesses naturelles de la République démocratique du Congo. Accusés d'exploitation illicite de lithium en République démocratique du Congo, 13 Chinois ont été appréhendés ce dimanche 27 août dans la province du Olomami. La gouverneure de la province du Olomami, Isabelle Yemba, a dépêché sur place une commission composée notamment des ministres provinciaux des Mines et des Finances pour palper du doigt la situation sur terrain et comprendre les contours de cette affaire de trafic illicite de richesses congolaises. En effet, la province du Olomami ayant une superficie de 108 000 km², située dans le sud-est de la RDC, est mondialement reconnue comme étant là où se trouvent essentiellement de roches de type pegmatite. Cette arrestation est un acte à encourager, quitte au gouvernement national de s'impliquer dans la situation minière du territoire de Malemba-Nkulu. Tel qu'annoncé tout à l'heure, notre éditorialiste, le patron de Télé 50 et de tous les journalistes de Kinshasa nous a rejoint sur ce plateau pour parler de ce café diplomatique organisé ce matin. Il s'agissait de la conférence annuelle de la diplomatie française. Emmanuel Macron a expliqué à quelques diplomates le cap de la diplomatie française en ce moment dans un contexte international des crises aiguës. Et pour en parler, Jean-Marie Kassamba est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour.
Ce sont des faits que vous annonciez déjà depuis quelques semaines. La diplomatie française est en difficulté, que ce soit dans le monde, en Europe ou encore en Afrique, où les choses sont bien pires. Pensez-vous qu'avec le discours de ce matin, Emmanuel Macron est prêt à redresser les choses de quelque manière? Bon, ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel Macron a l'avantage de la clarté dans le discours. Souvent, il dit la vérité. Et quelquefois, il n'est pas suivi par ses compatriotes. Aujourd'hui, ce qu'il a dit durant cette conférence annuelle avec les ambassadeurs de France à travers le monde, c'est qu'il a dit, à la fois, il a constaté la situation qui prévaut dans les relations internationales, la redéfinition du monde, c'est-à-dire les blocs qui changent aujourd'hui, le BRICS, mais également la politique africaine de la France qui connaît une situation sans précédent avec la détérioration des rapports avec les pays d'Afrique, en commençant par le Sahel, mais il va devenir également que l'Afrique subsaharienne avec la zone CFA qui arrive jusqu'à Brazzaville va connaître également des soubresauts. Et donc Emmanuel Macron est revenu d'abord sur ce qu'il appelle lui le désamour de la France, n'est-ce pas, au Sahel, pour maintenir quand même l'ambassadeur de France en ce moment encore à Niamey, malgré l'ultimatum qui a été donné. Mais Dieu sait que ça n'a pas pu fonctionner au Mali, ça n'a pas pu fonctionner au Burkina Faso. Dans les cas d'espèce, c'est le dernier lieu ou le dernier pays où il y a une forte présence française. Notamment, pourquoi la France veut rester vraiment au Niger? C'est parce que les intérêts stratégiques de la France sont là-bas. L'uranium, la présence militaire, c'est l'une des bases les plus importantes. Il y a la base américaine, la base française. Et donc, Macron s'accroche pour rester à Niamey. Mais il dit également que les erreurs qui ont été commises par les Français, c'est d'entretenir des relations avec des présidents africains, pas avec la société civile. Rappelez-vous que ces désamours découlent également des comportements des Français eux-mêmes. Beaucoup de chefs d'État africains ont été humiliés. Le maréchal Mobutu, en son temps, abandonné. Sassou Nguesso, Bongo, Paul Biya, le président de Guinée équatoriale, l'air bien confisqué, humilié dans la justice française, la société civile, etc. Tout ceci a fait que, même ceux qui étaient pro-français hier, comme Compaoré au Burkina Faso, ou comme en ce moment d'ailleurs Macky Sall et Alassane Ouattara, sont en maille avec leur peuple. Alors, dernièrement, vous étiez clair au sujet des BRICS que vous évoquiez tout à l'heure. La République démocratique du Congo, l'Afrique en général, devraient profiter de ce vent. Mais est-ce que vous pouvez nous donner le mécanisme, par quels moyens, et qu'est-ce que l'on devrait apporter exactement pour le cas de la République démocratique du Congo, par exemple, pour peser au sein de cette organisation? D'abord, Macron l'a dit lui-même, il dit « Regardez l'engouement vers le BRICS ». Personne ne s'est précipite pour venir au G20, par exemple. Le G20, c'est le pays le plus riche. Même la Russie, qui était proche du G20, est en train, quasiment partie du côté des BRICS. En fait, le BRICS, il n'y a pas de conditions majeures pour accéder au BRICS. Au BRICS, tout le monde au même niveau. Avant, il y avait les 5, maintenant plus les 6. Et des pays stratégiques comme les nôtres doivent également se rapprocher du BRICS. Pourquoi? Parce que nous avons les matériaux les plus importants. Macron parlait même des matériaux rares, les minéraux rares. Nous en avons ici à profusion. Vous avez cité le lithium, mais il y en a plus que ça. Ensuite, nous avons l'écosystème le plus convoité au monde. Et en même temps, nous avons et la population et la superficie. Et donc, il faut que notre pays, et là je réponds à votre question, fasse une démarche express, comme fait en ce moment le Nigeria ou l'Algérie. Qu'on aille voir la République centrafricaine, plutôt la République sud-africaine, qui est l'un des acteurs majeurs du BRICS. Qu'on aille voir le Brésil, qu'on voit la Russie. La Chine d'ailleurs, qui travaille avec nous, c'est le premier investisseur aujourd'hui en RDC, c'est la Chine. Donc, ces gens-là peuvent dire, voilà, la RDC c'est stratégique, il faut qu'elle soit membre, on le sera. L'Arabie Saoudite est déjà entrée, même de pays de moindre importance, les Émirats. Alors, pourquoi la RDC traîne encore le pied pour, en tout cas, manifester cette envie d'être parmi les pays du BRICS? Donc, Jean-Marie Kassamba, pour clôturer, il n'y aura pas de marche arrière dans les relations entre la France et l'Afrique en ce moment, ça va continuer à se détériorer. En fait, c'est mondial. C'est même pas que c'est seulement la France. C'est mondial. C'est quand la reconfiguration du monde s'installe, c'est comme après la colonisation, c'est comme lorsqu'on parla en 1989 avec la fin le mur de Berlin, quand c'est tombé avec les deux blocs Est-Ouest. Aujourd'hui,
le BRICS est en train de changer complètement la configuration du monde. Et donc, la France, c'est un pays d'Europe, de l'Occident, qui a aussi ses réalités. La dépendance énergétique, par exemple, avec la Russie, avec le pays comme les Émirats ou comme l'Arabie Saoudite, ça n'a pas changé. Regardez comment ces pays eux-mêmes s'orientent vers le BRICS. En fait, le monde fonctionne avec les intérêts. Quand Macron dit par exemple qu'il faut reconfigurer la Banque mondiale et les fonds monétaires, mais c'est le système des Bretton Woods qui appauvrit les pays d'Afrique. Donc l'alternative qui est aujourd'hui proposée par le BRICS attire plus les gens qui veulent s'en sortir que le paternalisme d'hier. Et donc, si vous faites une lecture beaucoup plus claire de la situation aujourd'hui, il va y avoir des amours sur des amours, un peu de friction, mais en réalité, comme les pays d'Europe n'ont pas suffisamment d'argent, ils ne vont pas débourser plus qu'ils en ont. Et les pays d'Asie, la Chine, l'Inde, la Russie qui a suffisamment de moyens, et qu'on se le dise, eh bien, vont prendre du terrain sur le continent africain. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba pour ces analyses. Merci à vous. L'inspection générale des finances, de son côté, annonce que la patrouille financière dans les entreprises publiques va se poursuivre avant et après les élections. Le chef des services, Julien Lingueté, affirme n'avoir reçu aucune consigne contraire de la part du président de la République. L'inspection générale des finances poursuivra donc sans relâche la surveillance de toutes les entités publiques. Rencontre ce vendredi à l'inspectorat des FRDC entre le commissaire divisionnaire principal de la PNC, Patience Mouchidiave, et le général d'armée Gabriel Amissi dit Tango Fort. L'inspection générale de la police est proposée de s'inspirer des stratégies de l'inspectorat général des forces armées pour l'atteinte de ses objectifs. Lors de cette rencontre, plusieurs questions, dont celle des contrôles pour la maîtrise des effectifs des éléments de la police et des FRDC ont été évoquées. Pour les commissaires divisionnaires principaux Patience Mouchi et Diave, cette rencontre est d'abord pour une prise de contact entre l'inspection générale de la PNC et celle des FRDC, mais aussi d'échanges d'expériences dans les missions dévolues entre ces deux services. Cette visite a été suivie par une séance de travail. Les deux inspections nous avons échangé. J'aimerais vous dire que l'inspectorat général de l'armée date de longtemps. Nous venons derrière eux. Il a fallu emboîter leur pas, venir échanger avec l'inspecteur général Tango Fort. Nous voulons nous aussi construire une police républicaine. Mais cette police républicaine, nous voulons construire aujourd'hui, nous devons maîtriser les effectifs. Ému de cette initiative, le général d'armée Gabriel Amissi s'est dit prêt à maintenir cette collaboration pour la réussite de leurs missions respectives. Nous avons eu la visite de l'inspecteur général de la police. C'est une bonne initiative. Cette histoire, on devrait faire d'abord quand le général Raoult Tessé m'avait promis. Nous sommes rencontrés, on fait les échanges puisque il y a la police et l'armée pour que les pays marchent correctement. Dans l'armée, dans la police, il faut que les inspecteurs se mettent debout. L'IGPNC compte lancer dans les jours à venir une opération de contrôle des éléments de la police pour avoir un effectif réel qui la compose. Le général d'armée Gabriel Amissi, quant à lui, promet d'apporter son expertise. Les habitants du quartier Camping à Selembao sont toujours exposés au risque des érosions tous les jours depuis le début de la saison de pluie. La situation inquiète les environnants malgré le passage des autorités et les efforts que les victimes consentent pour lutter contre ce drame qui a déjà emporté des dizaines de parcelles et des biens matériels importants. Des chaînes de ravins s'observent dans plusieurs coins de Kinshasa, mettant ainsi en danger des populations qui habitent les environs. La situation reste tendue ici au quartier Camping dans la commune de Selembao. C'est une grande partie des terres qui est engloutie par cette érosion. Des maisons démolies dont les propriétaires ont déserté et des biens matériels importants ont été emportés par des eaux de pluie qui arpentent ces chemins par manque d'une bonne canalisation d'eau. Malgré les efforts consentis par les victimes en implantant des bambous de Chine, sacs et bien d'autres pour se préserver, les risques demeurent et laissent à craindre le pire à quelques jours de la saison des pluies.
Teinte du désespoir, cette dame lance les cris d'alarme aux autorités. Question pour cette dernière de décanter la situation. Au regard de cette catastrophe, les autorités sont appelées par ces populations à pallier les drames qui sévit dans cette partie malgré les passages des autorités de la ville et élus provinciaux sont passés sans trace. Vous êtes sans ignorer que l'accord signé entre la société Primera et le gouvernement congolais pour l'exploitation de l'or a suscité beaucoup de réactions après les dénonciations faites par l'élu de Bukavu sur son caractère illégal. Pour le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, il s'agit simplement d'une spoliation des ressources du pays, des faits que le ministre des Finances Nicolas Kazadi nie catégoriquement. C'est un dossier brûlant qui défraie la chronique et fait parler de lui. Les révélations faites par l'élu de Bukavu dénonçant l'implication des 3 membres du gouvernement dans la signature d'un accord de jointe venture dans le secteur minier avec la société Primera continuent de résonner dans l'opinion comme un véritable scandale. Le cœur du scandale réside dans l'exploitation en masse de l'or et d'autres matières premières de la région du Kivu par Primera Gold pour un modeste investissement de seulement $20,000. Cette société s'est vue octroyer un monopole d'exploitation pendant 25 ans, ce qui ferait perdre à l'État une somme de $500 millions par mois, à en croire le député national Alfred Maïcha. Des affirmations que rejette en bloc le ministre des Finances. D'abord, c'est tout à fait faux de parler d'exclusivité. Primera Gold est une initiative prise par le gouvernement de la République en réponse à la situation de conflit à l'Est. Vous savez que le trafic des minerais, de l'or et du coltan, c'est un des carburants qui entretient le conflit à l'Est. Et il fallait couper l'herbe sous les pieds du Rwanda, qui se sert de cette exploitation illégale pour entretenir le conflit sur notre sol. Et donc, on a commencé avec Primera Gold en créant une JV entre la RDC et Primera. Et $20,000 dont on parle, c'est totalement ridicule comme commentaire parce que $20,000 correspond au minimum requis pour créer une SA. Cet accord signé par les ministres des Finances, des Mines et du Portefeuille consacre le régime de privilèges conventionnels pourtant abrogé par le code minier congolais. Le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, qui n'a pas tardé à réagir sur cette affaire, a condamné ce qu'il qualifie de spoliation des ressources du pays. La société civile du Kivu demande à voir clair sur ce dossier car ne profitant pas au peuple congolais. La communauté Nandé condamne avec la plus grande fermeté ce qu'elle appelle propos injurieux, calomnie, haineux, diffamatoires, bref, infractionnels vis-à-vis de sa communauté victime de l'insécurité dans sa partie Est. Dans une déclaration lue par son président Lianzenze Musihiro cubain, cette communauté promet d'aller en justice contre Joël Kitenge, avocat de son État. Les Kianda condamnent avec la plus grande fermeté le propos injurieux, calomnieux, haineux, tribaux, diffamatoires, bref, infractionnels de M. Joël Kitenge vis-à-vis de l'ensemble de la communauté Nandé. La communauté Nandé rappelle aussi à l'opinion nationale et internationale qu'elle est l'une des communautés victimes de la spirale des conflits armés à l'est de la République démocratique du Congo. Ainsi, nous faut-il dire qu'il serait cynique et diabolique qu'un individu ou un groupe continue à affirmer que les Nandés sont adeptes et qu'ils s'entretuent entre eux, tout en sachant bien qu'elle s'est toujours opposée à tout plat de déstabilisation et de balkanisation de notre pays, du fait de son patriotisme et de son attachement à la mère patrie. De ce fait, la communauté Nandé ne supportera plus qu'un individu ou un groupe d'individus, de quel rang sociopolitique qu'il soit, désacralise et jette de l'opprobre à cette lutte et cette résistance dont ses fils et ses filles continuent de payer le lourd tribut jusqu'à ce jour. La communauté Nandé invite enfin ses fils et filles au calme et à demeurer vigilants, loyaux à la République, tout en soutenant et en accompagnant les efforts de ces dignes fils et filles qui sont dans les institutions étatiques.
Le président de la Fédération des jeunes FNJ a communié avec sa base dans le district de Lukunga, moment de sensibilisation également pour Imswal sur les élections à venir pour le compte de son parti, l'UNC. En présence du chef de l'exécutif national, le secrétaire général de l'UNC, Billy Kambalé, et les coordonnateurs de la cellule nationale des mobilisations et propagande nationale de l'UNC, il était question pour les présidents de la FNJ, Yves Swal, face à ces différentes bases, d'abord, de confirmer à la population venue massivement à sa rencontre qu'il est bel et bien candidat à la députation nationale dans le district de Lukunga, et qu'il compte sur les soutiens de tous pour porter haut à l'hémicycle national la voix et les desiderata de la population de ces districts. Ensuite, de la restitution à cette marée humaine des résolutions du 3e congrès de l'UNC, notamment le renouvellement du mandat du président national Vital Kamerhe pour les 5 années à venir et la désignation de Félix Tshisekedi comme candidat unique de l'UNC à la présidentielle de décembre 2023. Dans le speech du secrétaire général Billy Kambalé, l'homme a insisté et martelé sur l'appropriation par tous les membres de l'Union pour la nation congolaise et les amis de Yves Swal de la candidature de l'UNC à la présidentielle de 2023 Félix Tshisekedi, en commençant par sensibiliser pour la participation de tous aux élections qui pointent à l'horizon. Au-delà d'apporter ses messages et ses orientations révolutionnaires à ses électeurs, le président de la FNJ, Yves Swal, va inaugurer bientôt quelques ouvrages d'intérêt général dotés à la population des Mongafula à travers son ASBL, les amis de Yves Swal. Prévu pour le 5 septembre prochain, la rentrée scolaire risque de ne pas être effective dans certaines provinces telles que le Maniema. Les enseignants ont posé quelques préalables. Les professionnels de la CRE ont, lors d'une assemblée générale, conditionné la reprise du travail par le paiement de leurs arriérés. D'après le porte-parole de ces enseignants, Émile Katabi, le constat est triste. Le gouvernement n'a pas respecté ses accords signés avec les syndicalistes et aussi longtemps que l'État ne paye pas les 2 mois du coup, c'est-à-dire le mois de juillet et de août, nous ne reprendrons pas les cours, a-t-il insisté. Page internationale à présent. Présidentielle au Gabon. Le gouvernement a suspendu l'accès à Internet sur toute l'étendue du territoire national et a instauré un couvre-feu samedi allant de 19h à 6h. Cela a été annoncé dans un communiqué fait par le ministre de la Communication où il évoque les raisons pour lesquelles ces 2 mesures ont été prises. C'est avec l'intention de lutter contre la propagation d'informations trompeuses et incendiaires que le gouvernement a décidé de prendre ces mesures. On va commencer le sport à présent. Sachez que l'aventure s'est arrêtée pour l'ASV Club dès les interclubs de la CAF, dès l'entame. Les Dauphins Noirs ont été accrochés et éliminés hier par Primero d'Angola au stade des Martyrs. En Europe, les grands clubs des différents championnats se positionnent déjà au classement. Le point avec Christian Boukaya qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue. Voici Christopher Ochokoum. Bonjour à vous, merci beaucoup. Sous le contrôle et l'ordre de Carly Mabiala, je ne ferai pas beaucoup de commentaires aujourd'hui pour ne pas vous retarder. On va commencer avec les interclubs de la CAF. La saison est déjà terminée avant même de commencer pour V-Club. Oui, les Dauphins Noirs ont dit adieu à la saison 2023-2024 aux interclubs de la CAF, battus 1-0 lors de la manche allée par Primeiro d'Agosto. L'association sportive V-Club devait à tout prix renverser la vapeur hier à Kinshasa. Ils ont pourtant fait l'essentiel en ouvrant les scores à la première période par l'entremise d'Imana Loté sur un service d'Elim Panzou. La joie des Moscovites ne sera qu'un feu de paille puisque les visiteurs vont remettre le pendule à l'heure à la 52e minute. Et c'est bien l'ancien joueur des V-Club, Obed Mayamba, qui chamboulait les calculs de son ancienne équipe. Un but partout, V-Club quitte la compétition et devra se concentrer à la Ligue nationale de football pour essayer de retrouver la CAF la saison prochaine. Ça faisait longtemps que l'association sportive V-Club n'était pas éliminée au premier tour. Qu'est-ce qui n'a pas marché cette saison du côté des Moscovites? Nous avons posé cette question à l'assistant du coach Raoul Chungu en conférence de presse après-match, mais on l'écoutera à 19h45 lors de notre édition vespérale. Ce sera avec Nathalie Okom-Posso.
Ça, c'est très bien. Quant à la Ligue des champions de la CAF, les combinaisons du deuxième tour aussi sont déjà connues. Oui, Primeiro d'Agosto d'Angola, tombeur de l'ASV Club au premier tour, affrontera Al Hilal de Jean-Florent Ibenge Ikwangé. Le tout-puissant Mazembe Angleber affrontera le club malawite des Boulettes. Al Arli sera face à Saint-Georges. Et puis ASEC Mimosa matchera Al Ali Benghazi. Éliminatoire Cannes 2023, mais avant d'abord la Ligue nationale de football, l'INAFoot, la 29e édition, poursuit son bonhomme de chemin. Oui, nonobstant les polémiques qui ont émaillé le démarrage de cette 29e édition. Alors, il faut dire que finalement, le club qui avait refusé la formule proposée par les comités de normalisation de la Fédération congolaise de football association ont fini par se plier à cette décision et jouer le championnat national. Le cas des Rangers qui a été accroché par les Aigles du Congo samedi au centre courant Pova. Blessing s'est imposé face à la JS Groupe Bazano. Lubumbashi Sport a étrié l'US Panda B50D sur la note des 3 buts à brosse. Cannes 2023, un léopard déjà out. Il s'agit d'Arthur Maswaku qui s'est blessé le week-end dernier alors qu'il était parmi les 27 léopards convoqués par Sébastien Desabre. Le joueur de Besiktas a été remplacé par Joris Kayembe évoluant à Genk. Nous sommes là bien sûr en Belgique. Il fera partie des 27 léopards qui affronteront le Soudan le 9 septembre à Kinshasa lors du match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire dont la phase finale se jouera au mois de janvier 2024. Et pour terminer en Europe,